On reprend là où on s'est arrêté la dernière fois avec l'évolution du web. À passer pour le web 1.0, le web statique, consultatif, avec zéro interaction. C'était un broadcasting unilatéral. Donc le début du web était caractérisé par des sites à sens unique où les informations étaient publiées en ligne et les utilisateurs ne pouvaient pas interagir avec le contenu publié. Les sites web étaient constitués de pages HTML statiques créées par des développeurs professionnels à un web participatif avec un contenu digital permettant un certain niveau d'interaction et permettant la communautarité, c'est-à-dire la création de communautés. Cette nouvelle étape va permettre de partager et d'échanger des informations sous format texte, vidéo ou image. Le Web 2.0 a commencé à émerger au début des années 2000 et a connu une véritable explosion avec sa popularisation. Contrairement au Web 1.0, le Web 2.0 était caractérisé par des sites web interactifs où les utilisateurs pouvaient interagir avec le contenu et même y contribuer. Jusqu'aux années 2010 où l'on voit l'apparition du Web 3.0 qui est un web décentralisé. L'interactivité prône et c'est un web personnalisé qui permet l'intégration des données des utilisateurs. Le web 3.0 est souvent appelé le web sémantique, où les données sont liées les uns aux autres pour créer une expérience beaucoup plus personnalisée pour l'utilisateur. Cela signifie que les machines sont capables de comprendre le contenu web, ce qui permet au navigateur une navigation plus intelligente et une recherche plus précise. De plus, cela vise à améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des résultats de recherche plus pertinents et en utilisant des données sémantiques pour comprendre le contenu. Les utilisateurs auront plus de contrôle sur leurs données et pourront les stocker en toute sécurité sur la blockchain. Et de nos jours, on assiste à l'introduction d'un Internet plus intelligent, le Web 4.0, le Web intelligent, qui émerge un monde où l'intelligence artificielle, l'IoT, Internet des objets, la réalité augmentée et virtuelle deviennent de plus en plus sophistiquées et intégrées dans le quotidien des gens. On revient un pas en arrière et on discutera du Web 3.0, le web sémantique et l'impact des réseaux sociaux qui furent le point marquant dans le monde arabe. Alors les réseaux sociaux dans le monde arabe furent, avant 2013, l'année où la révolution arabe ou la révolution Facebook, comme a été qualifiée par la Tunisie, l'Égypte, après les révolutions qui se sont passées ou les changements politiques qui ont pris place après 2010, le nombre d'utilisateurs a basculé de 13,6 millions d'utilisateurs à 82 millions d'utilisateurs et ça c'est le cas de Facebook avec le profil marquant sur les pages Facebook sur des jeunes éduqués et militants. Facebook et Twitter ont joué en effet un rôle majeur dans la mobilisation citoyenne à l'origine du renversement des régimes en place avec ce qui a été communément appelé le printemps arabe. Et c'est à partir de là où on a commencé à assister à la nomination cybercitoyenneté ou cyberactivisme, qui est la citoyenneté en ligne ou l'activisme en ligne, où les citoyens utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des informations, organiser des manifestations ou sensibiliser l'opinion sur des événements locaux ou mondiaux. En même temps, les gouvernements, ils ont pris usage de ces réseaux sociaux pour s'en servir afin d'engager un dialogue avec les citoyens et les encourager à participer aux initiatives gouvernementales. Mais également, ces derniers arrivent à contrôler l'accès à des sites internet, à surveiller les informations publiées sur le web afin d'endiguer certains mouvements de contestation, mais également pour protéger les pays qui dernièrement bloquent les sites ou le jeu Roblox et ne permettent pas son installation dans leur pays. Donc, les réseaux sociaux représentent un aspect de contestation, de mobilisation, d'information, beaucoup plus qu'un outil
d'appel à l'action. Inévitable à la fois pour les citoyens et le gouvernement. Les premiers les utilisent pour diffuser des informations, d'organiser des manifestations, sensibiliser l'opinion sur des événements locaux et mondiaux. Les seconds s'en servent quant à eux pour engager un dialogue avec des citoyens et encourager à participer aux initiatives gouvernementales. Or, la cybercitoyenneté, le cyberactivisme, il y a eu des avancées quant à l'utilisation d'Internet, à savoir comment utiliser efficacement les moteurs de recherche, comment faire des recherches efficaces et à point. Dans ce segment, nous allons nous intéresser à l'utilisation correcte et améliorée d'Internet, et ceci à travers le fonctionnement efficace des moteurs de recherche. Vous savez tous comment faire des recherches, vous avez tous eu recours à des moteurs de recherche dans le passé et vous avez réalisé bien évidemment des recherches là-dessus. À commencer par la petite définition, comme toujours. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Celui-ci, c'est un système logiciel qui est conçu pour chercher des informations sur le web. Il examine et analyse des milliards de pages pour trouver des informations les plus pertinentes en réponse à une requête spécifique. L'activité de ces moteurs de recherche commence par l'exploration, la recherche d'informations et l'indexation de celles-là. L'indexation, cela veut dire tout simplement lui donner un code lui permettant d'être accessible par ce qu'on appelle les crawlers ou les spiders qui vont explorer le web pour collecter des informations sur le contenu web. Ces pages-là qui vont être stockées dans une base de données massive. Puis viendra l'étape du traitement des requêtes de classement. Lorsqu'un utilisateur effectue une requête dans une barre de recherche, le moteur de recherche utilise ces algorithmes pour examiner l'index et trouver les correspondances avec des mots-clés de la requête. Les pages correspondantes sont ensuite classées en fonction de leur pertinence en prenant en compte les facteurs tels que la qualité du contenu, la popularité du site et la pertinence des mots-clés. Puis vient par la suite la front office ou l'affichage des résultats aux utilisateurs. Ces moteurs de recherche enfin affichent les résultats sur une page de résultats. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les liens pour accéder aux pages web qui les intéressent. En fait, ces moteurs de recherche ont évolué au fil de temps. Ça a commencé avec Windows Explorer, Bing. Le plus récent, le plus connu, c'est Google, qui est le leader incontesté pour le moment. Leur fonctionnement repose sur l'exploration, l'indexation et le classement des pages pour fournir des résultats pertinents aux utilisateurs. En utilisant efficacement les moteurs de recherche, nous pouvons naviguer dans un océan de contenu en ligne efficace et qui répond parfaitement à nos requêtes. En fait, il n'est pas toujours facile de trouver ce que l'on cherche, raison pour laquelle il faut tantôt passer par ce qu'on appelle la recherche avancée ou les recherches avancées sur Google. Ça permet tout simplement, lors de l'utilisation d'un moteur de recherche, de savoir comment effectuer une recherche efficace afin d'obtenir des résultats pertinents. Alors, dans cet exemple, nous prendrons Google comme moteur de recherche. On veut chercher des stages. On peut écrire offre, stage, marketing digital, rabat. Stage, marketing digital, rabat. Marketing digital, offre de stage, rabat. Stage en marketing digital à rabat. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant déjà de commencer votre recherche, réfléchissez aux mots-clés qui décrivent le mieux ce que vous cherchez. Les mots-clés sont des termes et des phrases qui définissent le sujet de recherche. Ils aident le moteur à comprendre ce que vous recherchez, à trouver des résultats pertinents. Par exemple, pour chercher des offres de stage en marketing digital sur Rabat, vous pouvez saisir les mots-clés suivants. Une fois que vous avez saisi vos mots-clés dans la barre de recherche, le moteur va parcourir sa base de données et vous présenter une liste des résultats pertinents. Les résultats les plus pertinents sont généralement affichés en haut de la page.
Pour vous aider à affiner votre recherche, Google propose plusieurs onglets en haut de la page des résultats, tels que images, vidéos, actualités, maps et j'en passe. Ces onglets permettent de filtrer les résultats par type de contenu. Il y a également ce qu'on appelle les options avancées. Google propose également des options avancées pour affiner davantage les résultats de la recherche. En cliquant sur l'onglet « Outils » situé sous la barre de recherche, on peut accéder à ces options. Par exemple, vous pouvez choisir des filtres de résultats par date, spécifiant une période précise. Cela permettrait de rechercher des articles publiés uniquement au cours, je ne sais pas, des dernières 24 heures, de la dernière semaine, du dernier mois. De plus, vous pouvez afficher les résultats de recherche dans une langue spécifique si nécessaire. Si on veut parler un peu de quelques opérateurs de recherche, par exemple, si vous voulez rechercher une expression exacte, vous devez mettre l'expression entre guillemets, recette gâteau au chocolat. Si vous voulez exclure un mot, par exemple, je sais pas, je suis allergique aux noix, et donc la recherche sera recette de gâteau au chocolat moins noix. Et donc ça va exclure tous les résultats qui contiennent dans leur page le mot noix. Si je cherche à limiter les résultats à un site spécifique, supposons je suis en train de faire une recherche sur Albert Einstein et je veux spécifiquement avoir sa page sur Wikipédia. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement site.wikipedia.org espace Albert Einstein. Ça va nous permettre d'avoir la page relative à Albert Einstein sur Wikipédia. Et pour faire des recherches de fichiers spécifiques, je veux avoir un fichier de type PowerPoint, ça sera changement climatique, file type, PPTX. Ou tout simplement changement climatique, PPTX, changement climatique, PDF. Et on aura les résultats en format PDF. Mais également, on peut faire des recherches par images similaires. Google offre la fonctionnalité recherche par image qui permet de trouver des images similaires ou des informations supplémentaires sur des images dont vous disposez. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l'icône d'appareil photo à droite de la barre de recherche pour pouvoir par la suite télécharger l'image ou prendre une image si l'objet est devant vous depuis votre ordinateur ou sur l'URL d'une image en ligne. Google analysera ensuite l'image et fournira les résultats pertinents similaires. C'est très utile dans la phase d'achat d'un produit par exemple. J'ai un produit devant moi et on me donne une offre de prix spécifique. Moi, je peux prendre le produit en photo et faire une recherche inversée d'images et ça me permettrait de voir toutes les offres en ligne avec les différents prix proposés et ça me permettrait de prendre une décision quant à l'achat. Bref, savoir effectuer une recherche efficace sur un moteur de recherche comme Google est essentiel pour trouver rapidement et précisément les informations recherchées. En utilisant des mots-clés pertinents, en explorant les options avancées et en utilisant les opérateurs de recherche, vous pouvez affiner vos résultats et obtenir des réponses beaucoup plus précises. Et pour plus d'informations, je vais vous fournir un lien web qui vous permettrait de vous familiariser beaucoup plus avec ces fonctionnalités. Ce qu'il faut retenir, les guerres et les financements militaires ont eu un impact majeur sur le développement de l'informatique et des réseaux. L'influence de la culture universitaire, notamment américaine des années 60-70, ont permis la transformation d'Internet d'un réseau de recherche en un réseau public puis un réseau privé. Ces transformations au fil de temps n'ont pas épargné le tissu économique, social, politique qui ont subi énormément de conséquences grâce et à cause de la démocratisation d'Internet. À commencer par les enjeux économiques du numérique. En fait, les enjeux économiques du numérique sont vastes et concernent divers secteurs de l'économie, dont les principaux sont, et je compte, la transformation des modèles économiques. Le numérique a permis de développer de nouveaux modèles d'affaires. Nous avons assisté à la création d'économies de plateformes, des entreprises qui sont créées en ligne
pour servir d'intermédiaire entre un groupe d'offreurs et un groupe de demandeurs qui jadis étaient éparpillés. Je donne l'exemple de Uber, Airbnb ou Amazon, qui sont des plateformes numériques qui ont permis de mettre en relation les prestataires aux consommateurs moyennant une commission. Et donc, nous avons assisté à la création de nouveaux modèles économiques qui sont totalement différents de ce que l'on connaissait avant l'ère d'Internet. Nous sommes également dans une économie collaborative où les plateformes numériques permettent de faciliter le partage de biens et de services, le partage d'informations, avant qu'il ne soit interdit par la loi. Des sites web comme Torrent, ça permettait de partager les œuvres d'art, les films, la musique entre les gens sans conséquence. Des exemples beaucoup plus concrets et beaucoup plus ancrés dans la réalité de nos jours. BlaBlaCar, qui est un site européen qui permet de faire du covoiturage. Je ne suis désormais plus obligée de prendre ma voiture au travail tous les jours. Je vais chercher un voisin, quelqu'un pour lequel je suis au chemin, et on va faire du covoiturage moyennant un prix à sa prestation. Ou Vinted, le type de site qui me permet de revendre mes produits de luxe, mes achats de luxe, moyennant un prix et une commission, bien évidemment, au site. Ce mindset online connecté a permis de créer une logique de ce qu'on appelle le freemium et le premium. Freemium étant les versions gratuites des sites des entreprises numériques et avoir des versions premium, des versions complètes moyennant un abonnement. Les exemples n'en manquent pas. Spotify, Netflix, YouTube même utilisent des modèles basés sur un abonnement qui offrent des services de base gratuits avec des options payantes pour des services premium. Si vous voulez pas avoir des publicités, vous payez plus. Pour Netflix, pour YouTube, c'est soit vous êtes assujetti à des publicités, soit vous payez pour l'abonnement premium. Et donc ça, c'est un changement de mindset économique. Et bien sûr, le changement de modèle, bien sûr, va être suivi d'une révolution dans les procédés de travail et l'automatisation des tâches. Le numérique a en fait permis de transformer les emplois à travers l'automatisation de plusieurs tâches qui n'ont désormais plus besoin de main-d'œuvre, une tâche, des machines, des microprocesseurs qui sont en train de remplacer des équipements entiers. Et surtout en manufacture, en services financiers, en logistique. Donc généralement les tâches répétitives, elles se voient automatisées grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux robots. Mais également à travers Internet, nous avons découvert que nous avons la possibilité de faire travailler une partie de nos équipes sans devoir les déplacer, sans devoir leur procurer un espace, du mobilier et j'en passe. Le télétravail et le travail à distance se sont développés avec les outils numériques et grâce à des outils numériques comme Zoom, Slack et Microsoft Teams. Et comme désormais il y a la possibilité d'automatiser, de travailler à distance, pourquoi ne pas utiliser les compétences que j'ai en tant que compétences, en tant qu'employé, qu'être humain, que j'ai développées pour faire du freelancing, pour travailler pour mon propre compte sur, encore une fois, des plateformes qui font l'intermédiation, Upwork, Fiverr, Khamasset pour le contexte arabe, qui permettent de travailler indépendamment et d'offrir ces services à l'échelle mondiale. Et donc, vous n'êtes plus employé, vous devenez contractuel. Changement du modèle économique, changement de la manière de travailler, des procédés de travail, bien sûr, ça permettra d'induire une certaine innovation et aura un impact tantôt positif sur la compétitivité des entreprises. Donc le numérique est certes un vecteur clé d'innovation parce il permet d'accélérer la recherche et développement, permettant l'accès au big data, permettant l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui permet d'accélérer exponentiellement l'innovation dans des secteurs comme la santé, l'énergie, le transport. Mais pas que. Grâce
au développement de cette recherche et développement des entreprises, celles-ci vont intégrer les technologies numériques dans leur processus, ce qui va permettre d'augmenter leur efficacité, qui seront désormais mieux armées pour concurrencer à l'échelle internationale. Et ça, on va le voir en détail dans la deuxième partie du cours, à savoir la transformation digitale des entreprises. Ces changements n'ont pas épargné les marchés financiers. Avec l'avènement de notions et de nouveaux types de monnaie, à savoir la crypto-monnaie, donc l'émergence du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui ont bouleversé le secteur financier traditionnel, créant de nouveaux défis pour la régulation. Et qui dit online banking, dit fintech, financial technologies, qui sont dans le principe des startups spécialisées dans les technologies financières qui perturbent un peu les banques traditionnelles avec des services comme le paiement en ligne, comme le financement participatif ou la blockchain. Comme ça peut être des services des plus simples, je donnerai l'exemple de l'application TapTapSend qui permet le transfert d'argent avec un peu plus de flexibilité, de rapidité et moins de limitations que le marché financier réglementé. Donc, une évolution démesurée, des avantages procurés aux uns aux dépens des autres. Bien sûr, ça va résulter en une répartition inégale des bénéfices. Bien que le numérique va améliorer la productivité, tous les secteurs et toutes les régions ne vont pas en bénéficier sur le même pied d'égalité. Il y a des régions qui vont l'utiliser par avance et donc vont capitaliser sur l'effet de la rapidité d'accès. Il y a d'autres régions qui ne vont pas en bénéficier. Il y a des secteurs qui vont l'utiliser de manière efficace. Il y a des secteurs qui, par contre, vont être piégés par ce développement numérique. À commencer par les fractures numériques. Donc, certaines zones géographiques, certaines catégories sociales n'ont pas encore accès aux infrastructures numériques, créant des inégalités d'accès à l'économie numérique. Et là, on peut le constater rien qu'au niveau des étudiants, par exemple, les uns qui ont accès continu ininterrompu à Internet versus d'autres qui ont un accès très limité. Des bacheliers qui ont accès à des PC et donc peuvent utiliser de manière plus à l'aise, plus efficace Internet, contrairement à d'autres qui ont accès à Internet à travers leur téléphone et donc leur accessibilité elle est limitée par le hardware à leur disposition. Ça constitue une fracture numérique qui va avoir ses conséquences sur les notes de ces étudiants par la suite et sur leur performance, leur mention et donc sur leur futur par extension. Mais pas que la fracture numérique, il y a également la concentration inégale et absurde des richesses. Les géants numériques comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft concentrent une part très importante, pas seulement des profits, mais également de la data, des informations, ce qui leur procure une force exponentielle exacerbant les déséquilibres économiques préexistants. Quant à la fiscalité, à la réglementation, elle se verra également évoluer, développer, changer en créant une régulation des données personnelles avec la montée en puissance des grandes plateformes. La régulation des données personnelles va devenir un enjeu crucial. D'ailleurs, il y a toute une partie de droit qui est baptisée droit de la propriété intellectuelle, donc qui est très intéressant que vous allez voir dans des cours prochainement. Mais également la fiscalité des multinationales du numérique où se posera la question de la taxation. Donc les entreprises numériques, ils sont assujettis à la taxe d'une manière qui est un peu différente que les entreprises traditionnelles de production, de prestation de services, car elles ont souvent des structures fiscales très complexes leur permettant d'optimiser leur imposition et donc de bénéficier un peu dead angles of the law, des angles morts du droit. Pas que l'avènement de nouveaux secteurs, mais également les secteurs traditionnels se verront
transformé. Le commerce de détail se verra concurrencé par force par le e-commerce, qui va profondément transformer le secteur du commerce traditionnel, obligeant les entreprises à se digitaliser pour pouvoir rester compétitives. Médias et divertissement. Le consommateur qui comptait sur des chaînes limitées en nombre, délimitées également en réglementation, aujourd'hui, ils sont face à une infinité de media structures qui sont en train de broadcaster, de mettre sur le terrain des publicités de tout type, respectant législation claire. Et donc, la consommation du contenu, elle se verra changer avec des plateformes de streaming. L'industrie des médias devra s'adapter et a dû s'adapter parce que à l'époque, la publicité par excellence fut la publicité télévisée qui coûtait très cher aux entreprises mais qui faisait bénéficier, qui faisait rouler l'économie de l'entertainment, du divertissement. De nos jours, peu d'entreprises font recours toujours à des publicités télévisées et donc plein d'entreprises parviennent à avoir accès à des publicités qui sont ultra ciblés à des prix qui commencent de $1, $5 sur, par exemple, Facebook Ad Manager. Et donc, et les médias et les entreprises ont dû s'adapter à cette nouvelle donne. Mais également, avec l'augmentation des échanges numériques, des questions sur la souveraineté numérique et la cybersécurité. À qui appartiennent les informations? Est-ce à la personne source d'informations ou à la plateforme où ces informations ont été broadcastées, partagées? D'où des questions ont commencé à se poser sur la souveraineté numérique. Les États cherchent à protéger leurs infrastructures critiques, leurs données et leurs industries stratégiques. Mais également la cybersécurité avec des cyberattaques portant sur les données des infrastructures. Et donc, la protection de ces données-là est devenue un enjeu économique majeur pour les entreprises et pour les gouvernements. Le numérique offre ainsi des opportunités considérables, mais il pose également un nombre de défis économiques nécessitant des ajustements rapides et efficaces sur la politique de gestion de l'information personnelle, de la propriété intellectuelle et j'en passe. Ce fut une vision satellitaire des enjeux économiques qu'a eu le numérique sur le tissu économique en général. Discutons actuellement de l'impact du numérique sur les médias, la culture et les réseaux. L'ère numérique, en fait, a profondément transformé les médias, la culture et les réseaux sociaux, impactant la manière dont l'information est produite, consommée et partagée. Il y a plusieurs dynamiques qui se sont écoulées, à savoir la transformation des médias traditionnels. Les contenus se sont dématérialisés. Les journaux, les magazines, les radios et la télé sont devenus de plus en plus des notions abstraites et se sont transformés en des plateformes numériques. Les journaux sont devenus des journaux électroniques. Les magazines sont devenus des magazines électroniques ou des blogs. Les radios sont devenues des radios en ligne. La télé a été remplacée par les plateformes de streaming. Et donc, les contenus sont désormais accessibles en ligne à tout moment, depuis n'importe quel appareil. Et généralement, ça va faire appel aux notions du freemium. Donc, une partie de la prestation sera faite gratuitement, mais si vous voulez approfondir votre accès à ces contenus, vous devez payer des abonnements. Cette transformation des médias traditionnels a fait qu'il y a des modèles économiques entiers qui se sont du jour au lendemain retrouvés en crise. La gratuité des contenus numériques a mis sous pression beaucoup de modèles traditionnels basés sur la publicité, l'abonnement. Les médias doivent ainsi trouver de nouveaux modèles, que ce soit du freemium, que ce soit le crowdfunding ou, dans les cas extrêmes, la disparition totale de tout un modèle économique. Et là, pour ne citer qu'un exemple, les chaînes et les groupes télévisés à l'ancienne
furent de grandes forces médiatiques. De nos jours, c'est devenu des contenus marginalisés qui sont accessibles, mais qui ne répondent plus aux besoins d'accessibilité et aux besoins d'existence à tout moment et sur tous les appareils. Concernant les informations, nous sommes désormais dans la possibilité de percevoir les informations en temps réel. Et donc, ce qui a accéléré la circulation, la rapidité ou la vitesse de circulation de l'information, rendant possible la diffusion quasi instantanée des événements, faisant en sorte de bénéficier amplement et donc favoriser une consommation contenue et une consommation actualisée. D'ailleurs, c'est de là où l'on a assisté à la création du FOMO, Fear of Missing Out. L'abondance d'informations actualisées a fait en sorte que les gens soient un peu persuadés de vouloir accéder à l'information à tout moment ou de devoir checker à tout moment, de peur de perdre une information quelque part ou de peur de ne pas avoir une information en le temps nécessaire. Malheureusement, le retour de la médaille de cette accélération ou de cette diffusion accélérée d'informations, c'est également la diffusion accélérée de fausses informations. Et on discutera de ça par la suite. Donc, nous avons dit que les médias traditionnels en ont pris un coup, ils en ont souffert au profit des médias sociaux. L'émergence du pouvoir des réseaux sociaux, des plateformes qui deviennent de plus en plus plateformes publiques, Facebook, X Twitter, Instagram, TikTok qui sont devenus des vecteurs de diffusion de l'information et du fake news, comme je viens de le dire. Le rôle dans la formation de l'opinion publique et dans la propagation virale d'idées est crucial. Ces réseaux sociaux sont tous basés sur deux grands phénomènes liés à la manière dont les réseaux sont gérés ou les réseaux Internet sont gérés et qui sont la logique des algorithmes de plateformes qui vont influencer ce que l'utilisateur voit en fonction de ses préférences, en fonction de son historique. Malheureusement, ceci va créer ce qu'on appelle des bulles de filtre, echo chambers, où les gens ne sont exposés qu'à des contenus qui les ressemblent, qu'à des contenus qui confirment leurs opinions préexistantes. Et comme le peuple, les masses qui sont devenus la source de l'information, on assiste de plus en plus à des notions comme le journalisme citoyen. Les citoyens qui peuvent devenir, qui deviennent à leur tour, des créateurs de contenu partageant des vidéos, des témoignages, des informations, sont passés par des intermédiaires traditionnels. Ces intermédiaires qui tantôt bloquent l'information, mais tantôt ils agissent comme filtre pour assurer sa véracité, pour assurer la pertinence de ces informations et pour pouvoir dire est-ce que ces informations sont correctes, est-ce qu'elles sont fausses, est-ce qu'il convient de les divulguer au moment qu'il est ou est-ce qu'il est plus opportun d'attendre. Cela a d'un côté démocratisé la production de contenu, mais aussi ça a rendu plus complexe la vérification de l'information et malheureusement également la source est devenue non légitime parce que n'ont pas la capacité d'évaluer l'information. Pas tous les gens sont en mesure de devenir journalistes, de devenir porte-parole des citoyens. Et malheureusement, comme on vient de dire, une personne inapte, qui n'a pas la capacité, qui n'a pas les compétences nécessaires, qui divulgue n'importe quelle information correcte ou fausse, elle va être attrapée par les algorithmes, elle va être diffusée vis-à-vis de personnalités et de mindset qui sont semblables, qui vont adopter ces informations comme correctes, comme réelles, et vont ils vont participer à leur divulgation davantage, ce qui créerait une information fausse et ce qui créerait
de fausses réputations et de fausses tendances. Alors, nous avons parlé de plateformes de médias sociaux d'un point de vue médiatique. Parlons-en maintenant d'un point de vue commercial. Ces réseaux sociaux, en fait, ont permis de nouveaux modes de consommation basés sur la culture. On consomme non plus parce que nous avons besoin du produit, parce que le besoin est indispensable, mais on consomme parce que le produit est tendance. Ceci grâce et à cause des plateformes numériques. La manière de consommer la culture, par exemple, a changé radicalement avec des plateformes comme Netflix, comme Spotify, YouTube, Apple Music, qui nous ont permis accès immédiat et personnalisé à des créations artistiques qui, autrement, y aurait dû des mois et des semaines au minimum de décalage pour les avoir. Ce qui nous a permis une consommation un peu plus intense de la culture, ce qui nous a permis un accès globalisé à cette culture qui devient accessible à un public mondial, ce qui va favoriser la découverte de nouvelles cultures et permettra aux créateurs de toucher des audiences internationales, mais malheureusement qui agira sur la culture individuelle et individualisée qui va forcément s'effacer peu à peu et on aura peu à pas de nuance entre les différentes cultures, entre les différents individus qui deviendront une copie, je dirais, light. Ils mettent les mêmes vêtements, ils parlent de la même manière, ils utilisent le même jargon, ils ont la même fausse culture et j'en passe. Et comme nous avons tout à l'heure parlé de echo chambers, une fois que vous adoptez une position, les algorithmes vont vous permettre de voir que les avis qui valident votre vision de base, que les opinions qui vous disent que vous avez raison, et ces algorithmes vont recommander des contenus qui vous ressemblent, ce qui va vous rassurer par rapport au fait que ce que vous dites est forcément correct. Donc, vos goûts et habitudes deviendront une réalité générale. Et au fil du temps, vous n'accepterez plus de voir des êtres différents, de voir des cultures différentes, tellement vous êtes saturé de l'idée qu'il n'y a que votre avis autour. Et ça, c'est la difficulté et c'est la difficulté des echo chambers et de l'effet des echo chambers. Alors, je récapitule. Nous avons assisté à l'émergence de plateformes de médias sociaux. Ces plateformes ont donné lieu à de nouveaux modes de consommation culturelle. Nous avons de nouvelles appartenances culturelles, de nouveaux modes de consommation culturelle, ce qui a permis d'évoluer les industries culturelles. Et donc, pour s'adapter à l'économie numérique, les industries de cinéma, de la musique, des livres, de l'art ont dû s'adapter et dématérialiser leurs produits, d'essayer de faire face au piratage qui a d'abord posé un défi majeur, surtout avant la mise en place d'une réglementation protégeant le droit de la propriété intellectuelle. Mais les plateformes du streaming légal ont fini par s'imposer comme un modèle dominant permettant à la fois de broadcaster ces créations culturelles, mais également de protéger les droits des créateurs. Ces créations numériques se sont trouvées sous de nouveaux formats. Donc l'émergence du numérique a aussi permis la création de nouveaux formats culturels tels que les web-series, les podcasts, les créations artistiques, les streams, et les créations artistiques, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée.
Ces contenus numériques se sont vus monétisés grâce à de nouveaux formats. Les contenus sur YouTube, ils sont monétisés par le Google Partner Programs. Les contenus sur les plateformes de streaming, ils sont financés par ces dites plateformes, Twitch, Kick et j'en passe. Il y a des plateformes financières au service du sponsoring des créateurs comme Patreon, PayPal. Les créateurs sur les réseaux sociaux se voient rémunérés sur la base d'une partie des publicités qu'ils génèrent sur leurs plateformes respectives, à savoir Facebook, TikTok et j'en passe. Et les ventes directes aux consommateurs via des plateformes comme Bandcamp ou Gumroad se sont imposées pour pouvoir monétiser ces contenus qu'on disait se sont évolués au fil du temps. Nous avons déjà qualifié les réseaux sociaux d'être participatifs. La culture ne va pas échapper à cette variable participative et on va assister à l'avènement de nouveaux acteurs, à savoir les influenceurs des réseaux sociaux, des plateformes qui nous permettent de broadcaster des individus, des personnes, des créateurs de contenu qui s'appellent désormais des influenceurs et qui jouent un rôle central dans la promotion de la culture, des produits et des idées, notamment auprès des jeunes générations pour lesquelles ces influenceurs servent de leaders d'opinion. Quand on dit influenceur, on dit forcément personne influencée. Et donc, nous allons assister à la création de la fan culture, de la culture des fans ou la culture fanatique, qui sont des communautés de personnes amoureux, fans, renforcés par le numérique et qui participent activement à la création de contenu, fan art, fan fictions, fan pages, modifiant ainsi la relation entre ces créateurs et leur public. Et si je vous aime, je suis votre fan. Si je vous n'aime pas, j'essayerai de me mettre toujours dans la logique des echo chambers avec d'autres gens qui vous détestent, qui vous n'aiment pas pour essayer de vous éliminer la cancel culture. Et qui dit culture participative, dit aimer, dit broadcaster, dit également financer. Et donc le financement également deviendra participatif grâce à des plateformes comme Kickstarter ou Ulule qui permettent de financer des projets artistiques grâce à la contribution directe du public, renforçant l'engagement communautaire dans le processus créatif. Et une fois j'ai cofinancé une création artistique, une œuvre d'art, un ouvrage ou autre, j'aurai donc une influence, positive comme négative, sur le contenu de cet art, sur le contenu de cette culture, et donc je vais l'influencer à mon égard. Très bien. Et donc la culture, dorénavant, ne devient plus un phénomène individualistique. Elle devient influencée par les amoureux, par les influenceurs, par les haters, par les financiers, ce qui relève des défis éthiques de régulation. Parce que dorénavant, ce que vous broadcastez, ce n'est pas seulement votre opinion, mais l'opinion que vous savez que votre auditoire aimerait entendre, c'est l'opinion que vos sponsors vous ont permis de communiquer. Et donc, là, il y a un grand espace, il y a une grande place à la désinformation, aux fake news, à la prédation des droits d'auteur. Donc, vous allez faire une création que j'aime, que je vais aimer, et on assiste à ça avec les produits de nos jours. Si quelqu'un crée un produit qui est suffisamment intéressant, une fois son succès serait avéré, serait testé sur le marché, du jour au lendemain, vous allez voir une dizaine de concurrents qui font du copier-coller. C'est pas du benchmarking, c'est beaucoup plus du plagiat. Et donc, les défis éthiques sur la défense de désinformation, de misinformation, de fake news,
la protection des droits d'auteur et assurer qu'il y ait une représentativité, que les minorités ne soient pas oppressées, que les personnes ou les plateformes ayant la plus haute voix ne parviennent pas à un peu ravager sur l'opinion des minorités. Et donc, parmi les défis éthiques auxquels fait face la communauté en général, c'est le défi de la diversité, de la représentativité, de la protection des droits d'auteur, du droit du créateur et de la défense et la protection contre les fake news. Et bien sûr, quand je dis que ça devient très facile, que ça devient peu protégeable, les produits, les idées, ça va bien évidemment se répercuter sur les créations artistiques, sur les arts numériques. Et donc, on a assisté il y a quelques années au développement d'œuvres numériques interactives comme des installations multimédia, des créations en réalité virtuelle. Donc, l'art en général, il a été redéfini. Il y a quelques années, il y a eu le surge, l'avènement des non-fungible tokens, les NFTs, qui ont eu leur cycle de vie très rapide avec une montée en croissance de marché et une descente qui était aussi rapide, qui sont des jetons, une petite signature non remplaçable permettant de créer et de vendre des œuvres d'art numériques uniques. Et là, je souligne le mot unique parce qu'il faut se poser la question sur combien est unique une image sur Internet que l'on peut facilement copier-coller. Bien sûr, droit d'auteur pris en compte et tout. Mais pour une œuvre d'art pour laquelle j'ai payé des centaines de milliers de dollars et avoir seulement une signature ou une propriété, je dirais, fictive quelque part, ce qui va révolutionner le marché de l'art numérique temporairement et la manière dont les artistes monétisent leur travail. Et ça va permettre d'ailleurs, grâce aux outils numériques, aux artistes de collaborer en temps réel à l'échelle mondiale. L'ère de Corona, par exemple, il y avait eu des symphonies qui étaient faites, qui ont été exécutées par des musiciens de par le monde, chacun à côté de son ordinateur, chacun avec sa caméra et son micro. Des œuvres d'art furent créées à cette époque-là. Mais également, l'avènement du numérique a permis aux petits artistes lambda, dans des régions lambda, ça a permis à des chanteurs, des danseurs dans des petits pays, des petites régions marginalisées de pouvoir broadcaster leur création artistique, donc leur accès a été facilité et de pouvoir se montrer, de pouvoir se trouver un marché. Désormais, vous n'êtes plus obligé de vous trouver un sponsor, une société qui va assurer le broadcasting de vos talents. Tout ce qu'il vous faut, c'est une connexion Internet, une plateforme sur laquelle vous allez démontrer de votre esprit artistique. Donc, l'accès a été démocratisé à la culture. Il est devenu de plus en plus facile grâce à des plateformes comme YouTube, comme Coursera, comme Khan Academy, qui permettent à des millions de personnes d'accéder à des ressources éducatives et culturelles gratuitement ou à faible coût. Mais bien sûr, toujours en facturant cette fracture numérique, que cet accès à la culture n'est pas équitable, que cette fracture, elle persiste avec des inégalités d'accès, avec du zonage géographique qui reste peu favorable à des régions ou dépend d'autres. L'ère numérique a ainsi bouleversé les paradigmes médiatiques, culturels et sociaux, créant un environnement plus dynamique et interactif, mais posant également des défis importants, notamment en matière de régulation, de qualité de l'information et de la diversité culturelle.